Aujourd'hui, le Grenier Gemtenier a le plaisir de recevoir pour vous Philippe Lux pour 3 recueils parus en 2023, Matière des soirs chez Le Coudrier, Une rampe de lumière chez Oxybia et Ces mots ajustés au cœur aux éditions du Cygne. Un entretien mené pour vous par la toujours aussi pétillante Marguerite Marie James. Eh bien, bonjour Philippe. Comme le disait Baba, beaucoup de gens te connaissent, mais on va faire comme si on ne te connaissait pas. Et on va commencer par parler un petit peu de toi avant de parler de tes œuvres, parce que moi je trouve qu'il faut connaître un peu l'auteur avant de connaître son œuvre. Donc, on va peut-être d'abord parler de ton enfance et parce que bon, on ne guérit jamais de son enfance, et je voudrais savoir un petit peu quel type d'enfance tu as eu, puisque je sais que tu as été élevé à la campagne, que tu avais un père flamand et une mère wallonne, ou Oui, l'inverse. oui, c'est vrai. C'est ça. Et donc, je voudrais savoir si ce double héritage a constitué une richesse pour toi, et si la vie à la campagne a compté dans ta vie. Oui, 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 elle a compté beaucoup. Et bon, je viens d'une famille rurale, donc mes parents étaient agriculteurs, donc à la frontière française. Donc la ville la plus proche, c'était en fait Maubeuge, plus proche que Mons. Et donc oui, j'ai vécu jusqu'au moment du mariage à la campagne, dans un tout petit village. Et je viens d'une famille nombreuse. On était 6, et je suis le quatrième. Donc ça intervient souvent dans mes textes parce que je crois que la mémoire focalise très très souvent chez beaucoup d'écrivains, chez beaucoup de poètes ou romanciers ces moments de l'enfance. On avait la chance d'être dans un petit village, d'être mêlé et de contribuer aux tâches de la ferme. Lorsqu'on en avait l'occasion, retour des classes, retour d'école. Et donc, on était vraiment en contact avec la nature. Encore une époque, j'ai quand même avoir 69 ans, à une époque où on laissait encore libre cours aux enfants. Ils n'étaient pas contraints depuis l'affaire du trou. Voilà. On a souvent contrôlé même très très sèchement les allées et venues des enfants à cause des dangers. Mais là, c'était encore une époque où on pouvait partir. Faire l'école buissonnière. Bah oui, et on ne s'inquiétait pas de ne pas nous voir à 2 ou 3 heures près, parce que on était avec les copains, on était sur les champs, voilà. Donc c'est une période qui est féconde. Et c'est une période encore où on n'avait pas, je ne vois pas les premières années, on a eu la télévision à partir de quand j'avais 7 ou 8 ans, et donc la lecture avait déjà son intérêt. Les parents nous parlaient énormément de la période qu'ils avaient vécue juste avant leur mariage, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Donc on était pétris de ces histoires-là, et de ce qu'une ferme peut avoir comme avantage de découverte, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, j'ai appris que déjà, vers l'âge de 7 ou 8 ans, tu faisais de belles rédactions. Donc, c'est-à-dire, tous les enfants, avec les instits de l'époque, étaient amenés à dès qu'on pouvait maîtriser la phrase, on était amené à composer des textes. Sur les sujets qui étaient liés aux saisons, au moment de l'année, quoi. Donc oui, j'ai toujours bien aimé lire, écrire, et c'est vrai que ce qui s'est produit, c'est que après je suis parti au collège de Bain, j'ai fait mes études de latin grec là-bas, puis je suis parti à Namur. Je me suis orienté assez naturellement vers les romanes, mais j'ai l'impression d'avoir toujours écrit depuis la période de 7-8 ans. Oui, des petits textes, et les poèmes à partir de l'année de la poésie. Et dans ton milieu donc, où tu as vécu, tu as été encouragé à faire ces études, ou bien tu as dû un peu imposer ton choix parce que ce n'est pas toujours évident dans le milieu? Les parents,
parti du principe que, comme il était très difficile de s'occuper de nous à partir de 4 heures, puisque c'était le moment où on devait s'occuper de la traite, des vaches, des veaux, tout ça, bon, ils nous ont mis en pension et j'ai pas pris ça comme une punition parce qu'à l'époque, c'était plutôt une chance, quoi. Et donc, 5 sur 6 sont allés en pension et donc, Ah ouais. voilà, quand on rentrait le week-end, bon, on contribuait aux travaux de la ferme, mais j'ai toujours pris ça comme une chance. Parce que là, bon, on était vraiment à l'aise pour travailler, pour étudier, pour lire. Et donc c'est une période heureuse de ta vie. Ah oui, oui, ça bien sûr. Mais d'ailleurs, bon, je crois que tu reviens très souvent sur l'enfance dans les textes que tu as écrits, que ce soit dans les 3 volumes dont on va parler par la suite. Et je voudrais bien que tu nous lises quelques textes qui font appel, enfin, qui parlent de l'enfance. D'accord. Donc, tiré de Traceurs d'aube, nous longions de vieux murs d'enfance. Les hautes herbes des jardins nous fouettaient le visage. Rien n'arrêtait ce cœur emballé. Toujours dans le même volume, revenu du pays de l'enfance, avec le pauvre ruisseau, des escapades, le grenier où le cœur a engrangé et la lente langue des horizons, blé, betterave, maïs, dans le tissu des jours. Pourquoi le jour si court, se dit l'enfant. C'était bonheur de courir, sans devoir, ni leçon, le vent sous la chemise, et plein d'air tout autour, avec ce cœur léger. Là, c'est tiré de Rampe de lumière, une rampe de lumière, et puis tiré de Matière des soirs. Parfois, l'enfant réussit à retrouver ses rêves et leur logis intime. Il creuse en lui les contours d'un paysage et attend. Il ne sait rien encore de ce qu'il trouvera en chemin lorsque le temps venu de se remémorer aura pointé à la fenêtre. C'est bien. Et donc, tu as fait des études de gréco-latine au collège de Binge, puis tu as étudié à Namur et à Louvain la philologie romane, avec un baccalauréat spécial en philosophie, et ton mémoire de licence est une étude sémiotique des images animales chez Proust. Est-ce que tu peux un peu en dire un peu plus? Parce que là, c'est pas très clair, hein? On n'a pas compris. C'est-à-dire que bon, on avait parce que c'était à Leuven en fait, hein. Oui. Sauf pour le bac en philo, c'était déjà transféré à Louvain-la-Neuve. Ouais. Hein. Je vous parle d'un temps que les mois de... Bon. Alors, en fait, on avait comme assistante de Michel Hotten, on avait une dame géniale qui s'appelle Ginette Michaud et qui était férue de psychanalyse et d'études et d'analyse sémiotique. Donc, elle nous avait en licence donné plusieurs travaux à faire sur, entre autres, sur Mallarmé et sur Proust. Et donc, il y a 4 de ces étudiants qui ont poursuivi, qui ont fait un mémoire sur Proust. Bon, quand j'ai choisi mes collègues travaillaient sur le vin, par exemple, les images de vin dans Combray. D'autres travaillaient sur les images religieuses. Et puis, venant d'une ferme, je n'ai pas cherché très très loin. J'ai dit, il y a beaucoup d'animaux dans la recherche. Je vais faire le travail, le décodage des images animales, mais toujours dans le sous-texte du texte. Ah oui. C'est-à-dire, c'est pas on n'en reste pas à la trame narrative ni à la trame thématique. C'est au niveau de l'écriture, c'est l'écriture qui doit permettre le jaillissement d'un autre sens. Tout à fait. Selon la méthode lacanienne. Donc, la double langue du texte. Et donc, les images animales, elles arrivent dès les premières pages de la recherche. Bon, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, ça, il faut le savoir. Oui. On avait encore les machines à écrire. Et donc, il fallait faire le décodage sur 3000 pages de toutes les images animales. Donc, j'ai dû lire, entre guillemets, douce obligation, 2 fois la recherche.
pour ne pas en louper, parce qu'elles vont dans tous les sens. Bon, au tout début de la recherche, Proust parle d'hirondelles de mer, mais dans d'autres endroits, quand il évoque les guermantes, il évoque les rapaces, les aigles, puisque c'est une famille aristocratique, et donc elle doit dominer, et donc ça devait être un oiseau de proie qui domine. Et puis tous les animaux s'y retrouvent. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces animaux sont associés par l'écriture à des personnages, et que le personnage tire des significations de la présence de ces animaux. Parfois c'est par le biais d'une métaphore, d'une métonymie, mais ils sont associés aux animaux. Alors donc c'était un travail tout à fait intéressant à faire pour montrer qu'il y a véritablement un bestiaire proustien. Oui, heureusement que tu l'as. Un véritable, parce qu'à première vue, donc dans la première trame du texte, ça n'apparaît pas. Ah non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que j'ai lu Proust et j'ai jamais remarqué qu'il y avait des alors qu'il y en a, il y en a partout. Partout. Ils sont en dessous, oui. Partout. Je ne sais pas si j'aurai le courage de tout relire, tu sais. Mais bon, parfois c'est plus évident, mais parfois c'est vraiment dans le sous-texte, le temps d'une image, d'une comparaison ou d'une métaphore. Et donc, à part Proust, qu'est-ce que tu lisais à cette époque-là? C'est-à-dire, les écrivains que tu appréciais vraiment. Enfin. C'est-à-dire, fin du secondaire, on avait déjà travaillé sur Camus, Yourcenar. Mais c'est en réto, par exemple. Bien sûr. Donc, c'était des auteurs que j'aimais bien. Mais j'avais déjà... Parce qu'à l'époque, on devait présenter un examen de maturité en fin de réto. Et j'avais déjà travaillé sur Un amour de Swann. Ah oui, d'accord. Donc, oui, j'avais déjà travaillé. Pourquoi ce goût? En fait, j'ai peiné pour les 30-40 premières pages, mais une fois qu'on est dans la logique de son écriture, ce qui bloque beaucoup de monde, beaucoup de lecteurs, de lectrices, c'est de dire « Oh, je ne rentrerai jamais dans ces longues phrases de 10, 15, 20 lignes. » Mais en fait, c'est une question d'habitude. Une fois qu'on est dans cette rythmique de la phrase, et on comprend. Il y a plein de... Comment dire toutes ces phrases sont terriblement subordonnées, et donc on suit pas à pas la réflexion qu'il se fait. Et le style, moi je trouve que le style convient bien pour un auteur qui a travaillé sans cesse sur la mémoire et les matières du temps. Oui, tout à fait. Parce que le temps, il n'est pas rectiligne, il est très souvent incertain, et ce qu'on peut gagner de l'oubli ou d'une mémoire un peu paresseuse, la phrase peut le restituer. Tout à fait. Et je trouve que c'est un style qui relaie vraiment bien la matière thématique de Proust. Donc, oui, mais c'est vrai que j'avais déjà fait ça à 18 ans, donc je me dis pourquoi pas faire le... Après, j'ai retravaillé pour le faire publier, mais je ne l'ai jamais envoyé. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est resté une lettre morte. Et maintenant, il était intitulé Proust et les images animales, mais je ne l'ai jamais envoyé. Il faudrait d'ailleurs encore le retravailler, quoi. Oui, bien sûr. Le réécrire. Et donc, tu as fini tes études universitaires, oui. Tu entres dans la vie professionnelle et tu deviens, si je ne m'abuse, professeur de français. Oui, notamment. Essentiellement, oui. Essentiellement. Mais tu es aussi un passionné de cinéma et de peinture et tu as donné des cours d'histoire de l'art et de philo. Oui. Tu peux donner quelques mots d'explication sur ta vie d'enseignant? C'est-à-dire, j'ai travaillé donc 36 ans, de 1979 à 2015. Donc il y a 9 ans que j'ai arrêté. J'ai travaillé dans toutes les classes, mais les 10 ou 15 dernières années, c'était la 5e et la 6e, les 2 dernières années d'humanité. Oui. Où, dans notre école, il y avait la possibilité, à partir de la 5e, d'avoir des cours à option, style psychologie, philosophie ou histoire de l'art. Philo, malheureusement, ce n'était qu'1 heure semaine, et histoire de l'art, c'était 2 heures semaine. Ah ouais. Donc,
ne venaient que les personnes, enfin les étudiants intéressés par ces matières-là, quoi. Ouais. Donc ils étaient d'office motivés. En dehors de ça, j'avais des cours de français de 4 heures. Oui, bien sûr. Oui. Et puis brusquement, à 40 ans, tu publies et arrive au galop une septantaine de recueils, hein, pas tous la même année, hein, enfin les uns après les autres. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé tout à coup à publier, à enchaîner ainsi ouvrage sur ouvrage? Combien de temps consacres-tu à l'écriture? D'où te vient l'inspiration? Parle-nous un peu de C'est-à-dire, ton travail d'écriture. l'arrivée tardive, c'est... À un certain moment, j'ai senti une petite nécessité de faire connaître mes textes au-delà du circuit, et du contexte familial et des amis. Et je me suis dit, ce serait peut-être le moment d'envoyer des textes. Donc j'ai envoyé, c'était en 93, j'ai envoyé des textes à la revue qui était dirigée alors à Pontassel par Éric de Jager, qui s'appelait Écrivain. Et c'est les premiers textes qui sont parus. Et puis d'autres revues sont venues, entre autres l'Arbre à Parole. Puis j'ai envoyé un premier recueil à l'Arbre à Parole, mais qui a mis du temps à être publié. Il était publié, alors que je l'avais envoyé le manuscrit en début 93, il était publié en septembre 94. Et puis, d'autres livres sont venus comme ça, parce que, la poésie, c'est pas comme quand on s'attelle à un roman. Un roman, il faut véritablement une gestion du temps et une méthode de travail qui puisse faire naître les personnages au fil des 3-4 mois. Et on doit rester branché, axé sur ces personnages pour qu'ils soient le plus authentique et le plus vraisemblable. En poésie, c'est différent. Beaucoup d'entre vous qui écrivent de la poésie peuvent le dire. Ça vient comme ça, une suite de poèmes, parce que on est inspiré par tel ou tel fait ou telle émotion. On peut en écrire quelques-uns un jour, puis passer de nombreux jours après sans écrire. Oui, moi j'ai remarqué que la lecture des autres appelait au texte critique. Donc dès que j'ai publié des livres, j'ai aussi publié des articles dans les revues sur les autres. Donc j'ai fait autant, je crois, peut-être même plus d'articles que de poèmes. Mais oui, parce que ça fait quand même 30 ans que j'écris sur les autres, et c'est un travail qui nourrit, en fait, qui enrichit. On ne le dit pas suffisamment, mais la lecture des autres vous évite certains écueils. Par exemple, il y a des images qu'on ne peut plus écrire parce qu'on les a lues dans d'autres recueils. Et donc, c'est un travail qui pousse le poète à aller voir ailleurs, à proposer d'autres images que celles qu'il a déjà lues. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus? La nature, les gens, les rapports entre les gens? Un peu de tout. C'est-à-dire, les voyages... les voyages, ça, on va en parler. Ah, oui. D'accord. Les rencontres, oui, c'est ce qui... Les rencontres, moi, j'écris souvent des poèmes très, très intimes. Oui. Ce ne sont pas des longs textes. Non, en effet. C'est-à-dire que, souvent, c'est entre... j'ai écrit, par exemple, une espèce de tourment qui est un ensemble de 44 quatrains. Et donc, c'est vraiment des textes qui sont court, resserrés, et ça va jusqu'à 10 ou 12 vers, mais c'est rare quand je dépasse. Parfois, dans Rome Numéro Nomade, c'est un gabarit de poèmes en prose que j'ai gardé, et là, c'était lié à chaque fois des rencontres à l'intérieur de Rome. Oui, parce que mais ça ne dépasse jamais... ça ne dépasse jamais la page. Non, tu écris des textes très courts et souvent sans ponctuation. Mais oui, parce que c'est une liberté pour le lecteur de mettre le rythme ou d'attacher tel vers à tel autre. La ponctuation, c'est une contrainte. Oui. J'enlève cette contrainte. Et tu retravailles tes textes ou c'est un premier jet en général? À part un recueil qui s'appelait Comme une épaule d'ombre et qui était, puisqu'il y a plein de tableaux ici, c'est l'occasion d'en parler, c'était des poèmes écrits à propos de jeunes filles à la fenêtre de Balthus.
Il a portraituré 2 fois cette jeune fille Colette quand il était à Châssy en Bourgogne, et c'était une peinture qui était intrigante, parce qu'on voyait très peu de son visage. Elle regardait un paysage bourguignon devant elle, et par la fenêtre ouverte de son visage, on ne voyait que, au fond, les traits que Balthus a voulu lui donner et les quelques couleurs. Donc c'était assez intriguant. Et donc m'est venue l'idée d'écrire des poèmes. J'étais jamais content des poèmes que j'écrivais à propos de. Donc celui-là, je l'ai retravaillé très très souvent. Je crois que j'ai mis. Il y a beaucoup de versions de ce recueil-là. Et puis je me suis décidé, j'ai envoyé à l'Arbre à Parole 33 textes. Malheureusement, la reproduction, c'était pas comme à cette époque où on peut avoir des reproductions couleur. Ils ont fait la reproduction du tableau de Balthus en noir et blanc. C'était bon, ça, il faudrait peut-être penser à le publier ailleurs avec une belle reproduction. Mais c'était une toile qui était, comme souvent chez les grands peintres, de collection privée. Mais les autres fois, je remarque que quand je retravaille un texte, il suffit que je change un mot, que je mette à la place un synonyme, et toute la musicalité fout le camp, entre guillemets. Enfin, en tout cas, on apprécie que tu... Parce que bon, il y a... en fait, ça vient comme ça. Marguerite, oui, pardon. C'est un prof, hein, on ne sait pas l'arrêter de parler. Excuse-moi. Donc, on apprécie en tout cas que tu écrives des textes assez accessibles à toute personne un peu attirée par la poésie, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas toujours le cas de tous les auteurs, et je ne vise personne. Mais enfin, en attendant, tu as quand même reçu de nombreux prix, et là, je vais lire, parce que dont le prix Pyramide 2000, Emma Martin 2011, Robert Goffin 2014, Charles Plisnier 2018 et encore bien d'autres. Donc tu es quand même apprécié dans le milieu littéraire, il me semble. Alors, peux-tu évoquer, maintenant on va parler un petit peu de ces 3 ouvrages. Est-ce que tu peux d'abord les présenter et évoquer un petit peu en quelques mots, notamment ce qui les différencie éventuellement, ou si c'est une continuité Bon, disons que je crois que, bon, paraît-il, on écrit toujours le même livre. Ben, je serais assez d'accord pour dire que, bon, c'est une assertion qui se défend parce que, bon, on est pris par les mêmes thèmes, la mémoire. Dans les 3, bon, il y en a un qui comment dire, jouait plus sur l'actualité parce que, au moment de sa rédaction, c'était l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Et j'ai été frappé par tous les reportages des premiers jours, et donc j'ai écrit entre autres, j'avais vu cet enfant qui était dans une scène assez apocalyptique. Les gens de Kiev s'y étaient réfugiés dans le métro, et donc ils avaient trouvé de ci de là comment se placer, bon, des familles entières, parfois des personnes seules. Et il y avait cet enfant qui était qui est sorti comme ça des images de la télévision, et j'ai écrit toute une série de textes sur, alors que d'habitude je n'écris pas sur l'actualité, mais là c'était tellement prenant que bon, les textes me sont venus, et j'en ai écrit d'autres, et ils sont parus en fait 1 mois après l'invasion. Donc Almanar a fait paraître un livre sur l'Ukraine qui s'appelle L'Ukraine au cœur, et c'était des contributions d'une quarantaine d'auteurs, des textes de prose ou des poèmes qui étaient nés vraiment de l'événement. Et donc il y en a 2 ou 3 qui sont parus dans Ukraine au cœur, et j'en ai repris plusieurs là dans une rampe de lumière. La rampe de lumière, pour moi, c'était apporter quelque chose de frais alors que toute l'actualité était plombée. On voyait les images terribles de l'invasion, les bâtiments détruits, les enfants qui étaient à gare. Bon, il y a eu une image qui a circulé beaucoup sur les écrans, c'était une jeune fille qui était blessée et qu'on transportait à l'hôpital. Bon, et bon, les cinéastes et les photographes de l'événement n'en revenaient
même pas eux-mêmes, parce qu'ils n'avaient pas connu sur le territoire européen depuis les années 1990 en ex-Yougoslavie des images aussi terribles sur notre continent. Et je crois que les reportages, ils étaient criants de vérité. Oui, tout à fait. Mais pourtant, tu parles beaucoup de lumière dans tes textes. Même Oui, si mais tu parce parles que... aussi de traqueurs d'ombre, Oui. mais qui est l'inverse de la lumière. Oui. Je crois qu'on est toujours dans le... comment dire, parfois dans le paradoxe aussi. Il y a, j'ai perdu mon épouse, c'était un deuil, et ça transparaît dans de nombreux textes. C'est une période de souffrance, et le deuil, on ne l'évacue pas facilement. Et il y a cela, par exemple. Il y a ces images d'enfants qui sont martyrisés par les événements. Et puis tout le doute que l'on peut avoir quand on prend de l'âge. Mais tu peux aussi nous parler un peu des illustrations, parce qu'il y en a qui sont très belles. Pour le traceur d'aube, c'est une graphiste, peintre, illustratrice française, Caroline François Rubineau, et elle a fait tout un travail sur d'aquarelle, encre, aquarelle, très très beau travail, et normalement va sortir pour le marché de la poésie, va sortir un tirage de tête, 12 ouvrages avec les grandes reproductions. Donc ça, c'est un travail. C'est vrai qu'en poésie, on s'accompagne très très souvent d'illustrateurs, d'illustrations, de graphistes, photographes. Par exemple, au Tétralire, Marc Imbrex avait toujours associé poète et illustration. Et dans ces différentes collections. Au Coudrier aussi. Donc, au Coudrier, on a la possibilité d'avoir 4 ou 5 illustrations intérieures. Ici, c'est de Philippe Coleman, qui est également poète, et je lui ai demandé, pour Matière des Soirs, de me trouver, si c'était possible, des photos qui illustrent ce travail de cette Matière des Soirs. Et pour une rampe de lumière, je lui ai demandé la couverture, et il y avait justement cette ruelle qui grimpe, et cette rampe de lumière, parce qu'il y a quand même, dans tout ce noir de la ruelle, il y a quand même la clarté. Et donc ça correspondait bien au sujet que je voulais traiter. Tout à fait. Moi, j'ai dû... Merci pour l'eau. Avec grand plaisir, je les ai lus tous les 3, et j'ai quand même constaté qu'il y avait des thèmes qui revenaient dans chacun des ouvrages, et notamment les voyages. Apparemment, tu as assez bien voyagé dans ta vie, alors parle-nous un peu de tes pérégrinations à travers le monde. C'est un thème qui se retrouve partout, notamment avec l'Italie, les galets bleus, gris, etc. En fait, oui, à la maison, on voyageait beaucoup. Je veux dire, ma petite famille, parce que à la ferme, nous, on n'avait que 1 ou 2 jours de vacances, parce que quand c'était pas la moisson, c'était les vaches qui appelaient, etc. Donc on ne savait pas partir. Mais on allait dans le nord de la France en tirage pour une après-midi, un jour comme ça, voilà. Donc une fois que j'ai eu la possibilité de faire les voyages, avec Gabi, et les enfants, on a beaucoup profité. Donc c'est vrai que l'Italie, la France, on allait en gîte en France, on allait en Italie, on a fait toute une série de pays. Et c'est vrai que mon attachement à Rome, ça s'est joué aussi parce que j'y ai fait plusieurs stages d'écriture. Donc à 4 reprises, et à l'Accademia Belgica. Donc, puis l'attachement à la ville, une fois qu'on aime la ville, je me rappelle qu'une fois, lors d'un de ces séjours, j'ai fait
la découverte de tous les lieux qui avaient servi de tournage aux voleurs de bicyclettes. Pour parler du cinéma, ben oui, j'ai toujours été attaché au cinéma, mais particulièrement au cinéma italien, bon, très très riche, depuis le néoréalisme jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'était voir sur place, par exemple, les lieux qui sont restés tels quels, hein, parce que bon. Ces voyages, ça a alimenté aussi toute une série de recueils qui sont parus. Je ne les ai pas ici, mais à Encre Vive, en France, chez Michel Cozem, qui vient de décéder, il y avait une collection qui s'appelait Lieux, et où un poète pouvait évoquer ses lieux de prédilection. Donc, j'en ai fait paraître une petite dizaine, entre autres sur Prague, Lisbonne, Bruxelles, Rome. C'était vraiment lié à des lieux. Lis-nous quelques textes qui évoquent la thématique des voyages. Un dernier voyage à jamais perdu. J'en conserve quelques galets bleu-gris que la paume caresse dans l'étreinte du souvenir, dans la persistance lisse. Parfois aiguisé par la solitude, je partais jusqu'à Monte Sacro, filant les longues avenues, glissant dans des trames de banlieue. L'été romain s'ouvrait vers les hauts immeubles de rapport. Je respirais un air ancien à Val Melaina. Je revenais plein d'images de l'Accademia. C'était l'heure des moustiques dans les herbes sèches. J'allais sur la terrasse d'où se découvre la Galerie nationale, Villa Borghese, Villa Giulia, cette part de Rome que mon cœur resserre comme un présage. Tu longes en mémoire ces terres dépouilles, de basilicates, tu te perds dans les villes sinueuses, tu scrutes ces galets rapportés de Matinata, bleu-gris comme tout jadis. Voilà, effectivement, donc ça vous fait une idée, et il a écrit beaucoup de textes qui parlent de ses voyages. Et alors, il y a un mot qui revient souvent dans tes textes, c'est le cœur. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, tout à fait. Peut-être trop souvent, oui. Souvent, très souvent, en tout cas. Et alors, le cœur, pour toi, est-ce que c'est plutôt l'amour, l'amitié, un peu tout il faudrait un petit peu développer, là, pour qu'ils comprennent. Bon, en fait, le cœur, c'est peut-être un leitmotiv d'une poésie intime. Je peux utiliser le mot cœur, je peux utiliser le mot âme sans que ça n'apparaisse de manière complètement dépassée, parce que si on écrit des poèmes intimistes, c'est peut-être pour exprimer certaines choses du cœur. Donc ça, oui, c'est relatif à l'amour, à l'amitié, à la convivialité. Oui, c'est un terme qui revient souvent, parce que je ne peux pas le remplacer par autre chose. Dans certains textes d'auteurs, on pourrait dire c'est le corps qui parle. Et je connais des poètes qui évoquent très très bien, par exemple, les corps. Mais par exemple, j'évoque très très rarement les corps. C'est vrai. Enfin, en tout cas, dans cette je les laisse entre guillemets dans le vague, parce que mais je parle davantage de cœur. Mais ça, en tout cas. Oui. Donc là, je crois que c'est un choix qui est personnel. Qui est personnel. Enfin, en tout cas, ça ne choque pas du tout. D'ailleurs, tu peux nous en lire quelques-uns où le cœur entre en scène. Entre en scène. Pourquoi pas? Sans doute songes-tu parfois, manière de salut, au bonheur que fut la saison, manière de raison, à toutes ces petites fêtes pour le cœur. Moi, je crois que le cœur, il emmagasine toutes ces petites fêtes. Donc, moi, il suffit que je vois un nouveau lieu pour que je puisse très très vite m'en imprégner. Et ma mémoire va le garder. Bon, ça ne sortira pas nécessairement dans un texte très très vite, mais je l'ai emmagasiné quelque part. La brume est-elle un baume à l'écume du chagrin? On retient au bord juste une petite perle qu'on ne voit presque plus, sinon le cœur. Je ne demande que le peu, juste une rampe de lumière
pour étayer le cœur. Et il y en a beaucoup comme ça dans ses œuvres. Hein. Alors, il y a un sujet qui revient aussi souvent, c'est la solitude. Alors, je crois que la plupart des écrivains apprécient la solitude pour travailler, même s'ils s'en plaignent dans leurs textes en disant « je suis malheureux, je suis seul », etc. Enfin bon, ils sont très contents de pouvoir écrire tout seuls dans leur coin, en général. Hein. Et ces textes touchant à la solitude sont très présents, notamment dans Matière des soirs. Et dans une rampe de lumière, la solitude semble davantage la conséquence de l'absence de quelqu'un. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti comme ça. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton rapport à la solitude ? C'est vrai que je crois qu'il y a plusieurs solitudes. Bon, par exemple, on évoquait tout à l'heure l'enfance. Moi, j'aimais bien les moments de solitude, me retrouver dans un coin de la ferme ou sur les champs dans un coin tranquille. J'ai toujours aimé, par exemple, pas être solitaire, mais avoir ces moments de solitude. Oui. Et ça, je crois que c'est une première solitude. Bon, elle est pourvoyeuse de textes. Oui, de moments, d'étincelles comme ça. Et puis il y a la solitude qu'on s'impose, douce contrainte encore une fois, mais celle de l'écriture, parce que par exemple, je ne peux pas écrire si je vois si je suis un film, où certains mettent de la musique. Non, je serais tout à fait indisposé pour écrire quoi que ce soit, parce que il y aurait d'autres bruits, quoi. Oui, et donc toi, tu n'écrirais pas dans un café ou quelque chose comme d'autres le font. Ça m'est parfois arrivé, mais bon, là, on s'abstrait parce qu'on note quelque chose de peur que ça ne s'évente, quoi. Mais non, souvent, c'est quand même... ici, moi, j'écris de plus en plus. Après, j'écrivais beaucoup dans des carnets, parce que, par exemple, à Rome, j'avais toujours dans ma poche un petit carnet de quoi écrire, des impressions, des sensations, des bouts de poèmes, quoi. Et puis, il y a la troisième solitude, mais c'est celle qui s'impose par les faits, quoi. Bon, le deuil m'a plongé dans... j'ai la chance d'être bien entouré, d'amis, de parents, de mes 3 petites filles, mais il y a les moments où on se retrouve forcément seul, quoi. Et ça, c'est la solitude qui transparaît, oui, dans différents textes. Dans différents textes, oui, tout à fait. Justement, tu peux peut-être nous en lire quelques-uns. D'accord. Parfois une éclaircie au milieu de la solitude. C'est le mot d'un ami qui ne vous oublie pas. C'est la beauté du ciel dans la clarté qui s'ouvre. La vie se gâche si souvent, parfois de petites ailes planent et allègent votre sente. Tout jardin a la profondeur de l'ombre. Le mur la protège des atteintes du monde. Le cœur s'y recueille, l'esprit veille. Parfois un souvenir passe comme un visage. C'est un enfant de jadis que la photo ne montre pas bien. Le temps a coulé sur l'herbe et les traces sont sèches. Ma vie est ainsi faite, solitude et oubli. Quand la tristesse sointe au bout des doigts, mets-la en vers. Tresse pour ce peu une phrase qui puisse étourdir ton chagrin. Parfois la lumière nous manque comme un baiser, elle s'éprouve dans la solitude, elle vainc toutes nos pauvres ombres. Tu te déprends de la solitude dans l'air de l'été. Si tu convoques les îles, c'est la foule qui te surprend, assoiffé, chancelant, au cœur des mots qui délivrent. L'épaule assourdie, le regard vers la nuit, et ces arbres défaits, il est peu de présence au dehors, sauf ce ciel sombre. Je m'invite à ma table, conversant d'oubli avec l'absente. Parfois, la fin de l'autre est plus pressante. La solitude se freine. Dès l'aube, on imite les pas anciens. On reste de soi, on se ferait une surprise. On reste de soi à soi sans parole. Voilà. Et donc, depuis peu, comme tu n'arrêtes jamais d'écrire, tu as déjà commencé et proposé et publié un autre ouvrage. Oui, c'est... Donc, tu peux un peu nous parler. Encore avec une photo de Philippe Coleman. Ça s'appelle « Ce fragile chemin des choses ». Donc, il y a deux parties. Une première, les Hautes-Herbes, sur la mémoire, et une deuxième partie qui
donne son titre au volume, Ce fragile chemin des choses. Ben, on en parlera peut-être une autre fois. Oui. Est-ce que tu as encore des choses à nous confier dont nous n'avions pas encore parlé, ou est-ce que vous autres, vous avez des questions à poser à notre auteur? Oui. Gérard. Quand vous avez parlé du cœur, ça m'a rappelé Saint-Exupéry, disant que ce n'est qu'avec le cœur qu'on voit bien. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, en effet. Mais il y a des auteurs qui m'ont influencé. Par exemple, je pense à Supervielle, qui évoque souvent le cœur encombré, par exemple. Il y a un très beau poème sur le cœur encombré. C'est un poète dont on ne parle pas suffisamment. Et c'est un texte, il faudrait peut-être y revenir aussi. Donc ce sont des auteurs qui échappaient au moment où ils ont écrit, qui échappaient un peu à toutes les modes, entre guillemets, surréalistes ou autres. C'est un peu des météores, quoi. Bon, parce qu'ils... Oui. Non, mais parce que Saint-Exupéry, c'est pas vraiment un poète. Hein. Mais dans sa prose, il est poétique. Hein. Oui, dans sa prose, il est essentiellement... oui, voilà, c'est ça. C'est essentiellement de la prose. Tu te souviens de ta question? C'était, je crois, dans l'évocation de Proust et le sous-texte. Ça m'intriguait qu'on parvenait à trouver un sous-texte dans le texte qui est déjà pas si évident, je dirais. Il suffit, c'est pas qu'il suffit, mais on doit mettre à distance, quand on lit le texte et qu'on l'analyse, on doit mettre à distance tout ce qui relève, je dirais, de la trame narrative, parce que ça n'intervient pas. Même les descriptions des personnages, les caractéristiques des personnages n'interviennent pas. C'est dans l'écriture même, puisque, selon Lacan et d'autres, c'est dans l'écriture, dans l'acte de l'écriture et dans la non-maîtrise de l'écriture que les images, les métonymies, métaphores, comparaisons, etc., s'expriment, et sans que l'auteur en ait une totale maîtrise. Et c'est pour ça que c'est un... Et c'est pour ça que c'est un subconscient. Ah oui, qui se dessine au moment de l'écriture. Et voilà, et c'est ça qui est intéressant. Je ne dis pas, mais on peut faire l'exemple, dans beaucoup d'autres écritures. Ah oui, on peut le faire pour Proust, mais on peut le faire pour d'autres aussi, bien sûr. Oui, ça se vérifie. Mais oui. Donc, il faut laisser les thèmes, le perçu et le rationnel. Le premier degré, c'est suffisant. Voilà, et l'histoire. Donc, s'intéresser vraiment au soubassement, aux strates de l'écriture. Des images. Il y a un spécialiste de l'écriture qui s'appelle Jean Guénaud, qui donnait cours à Nanterre uniquement sur l'écriture littéraire. Hein. Et remarquez, il a étudié je ne sais combien d'auteurs, il remarquait que l'écriture peut avoir des rythmes binaires, tertiaires ou plus. Il remarquait certains auteurs fonctionnaient, la construction de leurs phrases, la construction de leurs paragraphes fonctionnait de manière binaire, d'autres de manière tertiaire, etc. Ternaire, pardon. Et ainsi de suite. Et Proust, c'est vrai qu'il a multiplié avec ses subordonnés, ses incises, etc., il a multiplié le coup, mais Jean Guénaud montrait aussi qu'on ne charpente pas une narration de la même façon. Il prenait deux exemples frappants, c'est Camus avec sa peste et Giono avec le même sujet dans son roman. Et c'est charpenté autrement, tout à fait autrement. Et donc, chaque écrivain a des ressources d'écriture et une écriture qui s'impose, mais dont il n'est pas tout à fait maître. Même Flaubert qui a retravaillé, et Proust retravaillé, par exemple les carafes de la Vivonne, le petit cours d'eau qui passait dans
dans Guermantes, côté de Guermantes. Bon, il a retravaillé 12 ou 13 fois les Carafes de la Vivante parce qu'il n'en était jamais content, il n'était pas content de l'écriture. Mais même là, il y a une maîtrise qui excède, une non-maîtrise qui excède l'auteur, selon la psychanalyse. Et ça se vérifie parce que, dans le choix des mots, certains ont fait, c'est Barthes entre autres, qui a fait le travail sur Racine. Il y a des mots-clés qui revenaient chez Racine et qui ne revenaient pas chez d'autres dans la même période. C'est gai d'interroger un prof. Hein. Mais c'est presque une signature, en fait. Ils ont presque une signature. Oui. Comme le choix des couleurs et la disposition des couleurs, dont le peintre n'est pas toujours maître à 100%. Il y a des choses qui échappent dans le choix le choix de la perspective ou de la non-perspective, etc. Donc il est débordé au moment de la création, de l'acte de création. Et c'est pour ça il n'est pas tout à fait juste de ne parler que de l'auteur. L'auteur, c'est celui qui a un pédigré, qui signe son livre, la couverture. Il y a le scripteur, c'est celui qui est important, et le narrateur. Le narrateur et le scripteur qui est à l'usage quand il est au moment de l'écriture du livre, au bureau. Et le scripteur, c'est là où on peut voir jusqu'où son écriture va et dans quel sens elle se dessine. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui a encore une autre question à poser? Je suis certaine que Philippe sera très content de répondre. Peut-être pour continuer sur la même ligne, si on suit ce que tu dis, et que dans la prose on enlève la narration et tout ça, finalement, si on regarde la poésie, c'est peut-être la chose essentielle où on a enlevé tous ces artifices. Donc la poésie est beaucoup plus proche. Non, mais c'est pas que ce soit des artifices, parce que il faut se dire que dans le texte, il y a plusieurs couches. Oui. Et que il est très intéressant, par exemple, pour des auteurs qui ont travaillé sur la narration, comme Genette, par exemple, la narration chez Proust, la temporalité, de travailler là-dessus. D'autres, ils se sont intéressés, par exemple, au personnage, c'est très intéressant aussi, caractéristique, comment on construit un personnage. Et d'autres, vraiment, au style, donc toutes les figures de style qu'il peut y avoir dans un texte. Et puis, le sous-texte, comme je viens de le dire, mais toute étude a son intérêt. Simplement, ça ne complète que... Mais en poésie, on peut faire le même travail et voir que le choix, par exemple, d'une rythmique, le choix de tel vocabulaire, de tel lexique, la présence de tel ou tel mot, mais relève du travail de l'écriture, au moment où le scripteur... Est-ce qu'une certaine poésie n'est pas justement plus proche de ce non maîtrisé que tu mentionnais? C'est ça ma question. Si ce n'est pas retravaillé, oui, c'est un peu plus proche, parce qu'il n'y a pas... on enlève les descriptions, il n'y a pas de... Bon, normalement, à part certaines poésies très épiques où il y a du récit, mais on enlève tout le côté histoire. Oui, c'est à propos d'un autre sujet, vous avez parlé de la ponctuation, que vous n'utilisiez pas de ponctuation ou peu. Ça peut changer le sens. Ah, bien sûr. Ah, d'accord. Mais donc, ça, je dirais que c'est voulu. Vous êtes d'accord qu'on modifie le sens? Oui, parce que si on associe... Donc, parfois, il y a des associations qui peuvent se faire en fonction de la place du vers. Et donc, oui, ça peut donner une autre signification. Mais de toute façon, tout texte est, est équivoque, hein. Donc, même un texte de prose, ah oui, bien entendu, c'est le lecteur qui construit c'est le lecteur qui construit son roman, son poème, sa pièce de théâtre, et qui retrouve ce qu'il veut bien y retrouver. Il y a une part d'objectivité, bien entendu, on ne va pas inventer un personnage qui n'est pas, mais il y a quand même une grande part de subjectivité qui intervient au moment de la lecture. On peut lire 2-3 fois le même livre, et comme on était dans des
circonstances ou dans un état d'esprit un peu différent, on en a une lecture forcément différente. Quand on lit quelque chose dans l'adolescence, comme moi j'ai adoré Guerre et paix quand j'étais adolescente, j'aime toujours profondément ce livre, mais je l'ai encore relu il y a 2-3 ans, on le voit d'une toute autre façon que quand on a 18 ans. Hein, Il y a tout un vécu. Il y a tout Il y a un le vécu, vécu bien qui sûr. joue oui. Et c'est vrai pour d'autres romans aussi, hein, qu'on relit comme Balzac ou les romans du 19e siècle où avec de longues descriptions où ça dure très longtemps, mon Dieu, oulala, où ils mettent c'est vrai que moi ça me fatigue un petit peu maintenant, alors que bon, je ne ressentais pas cette fatigue quand j'étais plus jeune. Mais ce qui me frappait, par exemple, la lecture de certains romans, c'était la façon dont les romanciers ou romancières pouvaient créer, par exemple, une ambiance de soleil ou d'été. J'ai lu plusieurs fois Bonjour Tristesse. Bon, à l'époque, c'était vraiment une référence. Et bon, c'est toujours un texte magnifique. Mais j'en ai gardé des souvenirs de Côte d'Azur, où je n'étais jamais allé à ce moment-là, d'ambiance ensoleillée, oui, vraiment la substance de la chaleur, grâce au roman de Sagan. Et chez Camus, bon, tout le côté solaire, dans les pages les plus lumineuses de L'étranger ou de Noces, suivi de l'été. Et donc mais là c'est subjectif, certains vont lire Sagan et se dire, est-ce qu'il y avait tant de soleil que ça dans Bonjour Tristesse? Ben non, il y avait surtout la tension entre les personnages. Donc ça c'est aussi subjectif. On retient une atmosphère comme d'un film, on retient, entre guillemets, ce qu'on veut bien, ce qu'on perçoit assez naturellement. Tout à fait. Voilà, alors est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter que vous voulez lui demander, ou toi, si tu veux ajouter quelque chose? Ah ben voilà. Eh bien, écoutez, Si, ajouter une chose pour te remercier de l'accueil et de la présentation. Je l'ai fait avec plaisir, et je vous engage à voir ces trois ouvrages qui sont très agréables à lire et qui sont très bien illustrés. C'est très agréable. Donc, je crois que tu en as quelques-uns. Oui, j'en ai quelques-uns avec moi, oui. Donc, voilà. Merci, Donc, Marguerite. c'est avec plaisir, voilà. Et pour vous remercier de votre participation à ces masques et la plume, cher Philippe Leux, cette rose ne devrait être pour vous qu'une pierre de Ronsard.